il repart, Obama repart, c'est un grand succès, et malheureusement, le lendemain, à cause de 4 pays, uniquement 4 pays, la Bolivie, le Venezuela, Cuba, enfin les Bolivariens, comme ils s'appellent, et le Nicaragua, ils refusent l'accord. Et le président de séance danois et Ban Ki-moon, ils n'étaient pas assez puissants, pas assez forts, pas assez audacieux pour taper en disant c'est réglé. Alors que le protocole de Kyoto et d'autres avaient été adoptés comme ça, allez, à la hussarde, avec le président de séance tapant sur le truc en disant je ne veux pas le savoir. Il y avait 3 ou 4 mains qui n'en voulaient pas, bah tant pis, allez, c'est terminé. Et c'est comme ça que ça aurait dû se faire, si je puis dire, à Copenhague. Parce que le même Sarkozy était président de l'Union européenne l'année d'avant, à Poznan. Et il fallait faire adopter, souvenez-vous, les 3 fois 20. Vous vous souvenez des 3 fois 20 les 3 fois 20 de l'Union européenne. Et donc Sarkozy préside l'Union européenne et donne le temps de parole. Vous savez comment ça se passe, tout le monde donne son petit point de vue. Une fois que tout le monde a donné son petit point de vue, Sarkozy dit on va voter. Alors il y a 3 ou 4 mains qui se lèvent et Sarkozy leur dit non, quand on est 28, on parle qu'une fois. Terminé, tadada. Et donc à la hussarde, là aussi, boum, allez, c'est réglé, on a adopté les 3 fois 20. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, c'est extrêmement frappant de voir à quel point la personnalité d'un président, etc., peut jouer, quoi. Sarkozy, à Copenhague et pour l'Union européenne, a été déterminant, avec une énergie absolument folle. Et même, j'étais même stupéfait de voir ça. Bon, alors ensuite, maintenant, il a dit l'environnement, ça va bien, ou je ne sais quoi, bon, il en a eu marre. Mais si vous voulez... c'est quand même, il a été à l'origine quand même d'avancées extrêmement importantes par son énergie et puis parce qu'il avait une bonne équipe autour de lui, genre David Levitt, enfin des gens comme ça qui connaissaient bien le truc et qui avaient envie que ça avance. Et il faudra attendre ensuite donc Fabius et Hollande, quoi. Alors donc c'est une verte, je ne sais plus comment elle s'appelle, Marie, je ne sais quoi, qui était dans son cabinet, et qui lui a dit tiens, ce serait bien qu'on fasse la COP à Paris. Et Hollande, pourquoi pas, il ne savait pas à quoi il s'attendait exactement, et il a dit oui. Et en fait, c'est quand même Laurent Fabius, lui, qui a pris les choses en main avec une autorité et une détermination absolument considérable. Et donc là, il faut rendre hommage au Quai d'Orsay, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tous les ambassadeurs de France ont été appelés. Faites votre possible, faites des conférences là-bas, et s'il le faut, faites même le plan changement climatique du pays où vous êtes, enfin, aidez-les à le faire, etc. Et moi je me souviens, parce que moi, tout le monde était mobilisé, et moi-même je suis allé plusieurs fois aller faire des conférences chez des ambassadeurs de France pour essayer de les mobiliser pour la COP21. Et la présidence de la COP21 par Fabius a été tout à fait remarquable, hein, donc il a réussi. Et ce qu'il a réussi, c'est qu'il a compris une chose de très importante, c'est que les ministres ne servent à rien dans la COP, quasiment à rien, ce sont les négociateurs qui sont les maîtres là-dedans. Les négociateurs, c'est quasiment un groupe social étonnant qui se retrouve une fois par an, avec l'impression d'être le sauveur du monde, hein, on est les sauveurs du monde, qui n'ont pas tellement envie de conclure parce qu'ils ont envie que les réunions se poursuivent tout le temps, hein, à l'infini. Et ils ne tolèrent pas que les ministres viennent les embêter. Je donne un exemple. Vous savez que le ministère des Affaires étrangères brésilien, c'est une aristocratie. Itamaraty, une aristocratie. Et bien, qu'est-ce qu'ils me disaient, moi, les négociateurs? Ils me disaient, c'est nous qui représentons les intérêts à long terme du Brésil. Les ministres ne sont que des démagogues qui passent. Nous restons et c'est nous qui décidons des choses. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre eux ont négocié. Et quand Sarkozy et d'autres ont fait l'accord de Copenhague, ils ont été vexés, les négociateurs. Il y a eu cette espèce de c'est pas nous qui l'avons fait. Et donc ensuite, ils ont repris la main à Cancun et ailleurs, et il a fallu que les ministres, j'ai vu Kosciusko Morizet par exemple, passer la nuit au service des négociateurs en tenant l'ordinateur pour essayer de faire la synthèse de ce que lui amenaient tous les négociateurs. C'était vraiment le ministre au service des négociateurs et pas du tout les négociateurs au service du ministre. C'était l'inverse, quoi. C'était comme ça que ça se passait. Et donc, si vous ne savez pas ça, vous n'y parvenez pas. Donc, Laurent Fabius a compris ça avec toute son équipe
ils ont en quelque sorte passé la main dans le dos des négociateurs pour leur dire c'est formidable ce que vous faites, et ils ont réussi à passer cet accord. Lequel accord, comme vous le savez maintenant, est quand même fragilisé. Hein, il est fragilisé d'abord parce qu'il y a des pays en développement qui n'aiment pas toujours ça, parce qu'ils disent c'est pas juste, ça s'adresse à tout le monde doit faire des programmes nationaux, ce qu'ils appellent des National Determined Contributions, c'est pas juste, il faut qu'on revoie ça, etc. Bon, on verra bien, mais ce qui se passe avec ça, c'est que les COP sont de moins en moins importantes. Les COP, de toute manière, dans les COP, la partie non officielle prend plus d'importance que la partie officielle, puisque les journalistes attendent que ça vienne de la partie officielle, et c'est toujours la queue des cerises, hein, il ne se passe pas grand-chose. Tandis qu'il y a une espèce de bouillonnement à côté dans la partie non officielle avec les entreprises, les collectivités locales, les associations, les fondations, les universités. Et donc, à la limite, c'est à côté que ça se passe, et les initiatives qui sont prises là sont finalement les plus importantes. Mais malheureusement, il n'y a pas de mécanisme de suivi de toutes ces initiatives. Donc, il y a des formidables initiatives, elles sont annoncées dans une COP, ensuite on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il faudrait pouvoir les suivre. Hein. Et, par exemple, les pays sortent du charbon. Il y a je ne sais pas combien de pays qui sortent du charbon. Bon, très bien. Alors, je ne sais pas quelles sont les dates qui sont pour chacun. Hein. Sont certains, c'est quelquefois plus long. Mais par exemple, le Sénégal a rejoint le groupe des pays qui sortent du charbon, ça n'empêche qu'ils commandent des centrales à charbon. Donc il faudrait savoir à partir de quand, comment, etc. Mais ceci pour vous dire que dans la gouvernance mondiale, eh ben, c'est à côté que ça va se passer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi-même, avec les entreprises, j'avais créé le Business and Climate Summit juste avant la COP21 pour dire, mais attendez, sans les entreprises, on n'y arrivera pas. Et donc les entreprises, maintenant, sont devenues un acteur extrêmement important, comme les collectivités locales, le C40, comme vous le savez, etc. Et donc, la politique, pour l'instant, vous voyez bien qu'il y a une espèce d'explosion générale de la politique, on ne sait plus très bien où on en est, qu'est-ce qu'on fait, quels sont regardez ce qui se passe à l'OMC. L'OMC, les Américains n'ont pu envoyer de diplomates à l'OMC, ce qui fait que l'OMC n'existe plus quasiment, et donc vous avez des accords bilatéraux poussés par M. Trump, etc. Et c'est dommage, parce que l'accord sur le commerce reconnaît les accords mondiaux sur l'environnement. Il y a des exemples, si vous voulez, où la jurisprudence de naguère n'était pas très favorable à l'environnement. Aujourd'hui, s'il y a un accord sur l'environnement, eh bien, le commerce est obligé de le respecter. Et donc, comme il y a un accord sur l'environnement, c'est la COP 21, c'est l'accord de Paris, eh bien, ça veut dire que des pays qui n'ont pas de politique climatique sérieuse pourraient se voir opposer des taxes à l'importation au nom d'une concurrence équitable, etc. Donc, le fait qu'en ce moment tout explose est évidemment préoccupant et va remettre ça un petit peu plus tard. Mais je suppose que de toute manière que la situation est plus complexe qu'on ne le croit. Est-ce que Trump est un climato-sceptique ou est-ce que c'est un climato-cynique? Après tout, si vous êtes dans une situation où l'ensemble des rapports vous disent « Oh là là, ça va aller mal, il n'y a peut-être pas assez pour tout le monde sur la planète dans 20 ans », très bien, servons-nous les premiers. Donc les États-Unis, c'est peut-être aussi servons-nous les premiers, hein, on verra bien après, quoi, hein. Et donc je ne suis pas absolument sûr qu'ils soient aussi sceptiques que ça, quoi. Bon, enfin voilà. Et donc les politiques d'aujourd'hui, l'arrivée de Bolsonaro, Erdogan, tous ces gars-là, c'est bon, très bien, servons-nous d'abord, on verra après, etc. Donc voilà la situation où vous êtes. On a besoin de politique. On a besoin de gens. Alors Obama, par exemple, il a eu le prix Nobel avant d'arriver à Copenhague. Bon, il n'a pas servi à grand-chose, mais au moins il était conscient, il en parlait et il savait que ça existait. Donc on a quand même besoin de politique de ce genre-là. Alors on en a eu beaucoup. Alors on a maintenant Macron qui nous dit que, au moins quand il parle du climat. Et donc il se pose en leader du climat. On a eu Tony Blair, un peu le même genre, Tony Blair, Macron, et Tony Blair, lui aussi, il voulait non seulement être un leader sur le climat, mais aussi il voulait aider l'Afrique. Donc il y a eu un G7 historique au Royaume-Uni, etc. Donc voilà où on en est. Les politiques les plus favorables au climat que j'ai vues, évidemment, ce sont les patrons des îles, hein, toutes les petites îles.
quand on arrive et dans des négociations et qu'on voit tous ces gars qui représentent des îles dont on n'a jamais entendu parler, enfin Tuvalu ou je ne sais combien on est très frappés. Pour eux, c'est vraiment vital. Donc, c'est pas des blagues. Ils en parlent vraiment très très fort. Ensuite, on est dans les lobbies. Mestrallet, par exemple, était très très actif dans toutes les réunions sur le climat, donc plus actif que d'autres. C'est quand même assez frappant. Et c'était un de ceux qui voulait absolument le prix du carbone, pour le coup. Donc, et bon, même Total, le prix du carbone. Donc, les gilets jaunes ne sont pas d'accord. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je pense que la taxation écologique ou la fiscalité écologique, de toute manière, est indispensable. Ça va arriver d'une manière ou d'une autre, en soulageant la fiscalité ailleurs. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache ça. Alors, quels sont les autres que j'ai connus? J'ai connu Barnier, pas mal pour tout ça. Plus politique, hein. Lui était moins romantique et plus politique. Ségolène Royal, bon, vous la connaissez comme moi, mais indiscutablement sincère sur la question, quoi, hein, courir un petit peu partout. Si, enfin, je pense. Bon, maintenant, qui n'est pas sincère, les pays scandinaves, vous savez, par exemple, la Norvège, c'est le meilleur faux ami de la planète, puisqu'avec l'argent qu'ils gagnent, ils sont extrêmement généreux pour les Nations Unies, les forêts, tout ça, mais enfin, cet argent, ils le gagnent en vendant du pétrole, hein, quand même. Donc voilà, la situation, elle est comme ça. Vous avez beaucoup de pays qui sont un peu hypocrites, disons. Hein. Voilà, on est beaucoup de pays hypocrites et on est quand même dans un monde, comme je vous l'ai dit, où ce sont les États-nations qui l'emportent. Et moi, je veux d'abord développer mon pays, puis ensuite on verra, quoi. Donc c'est toujours après moi le déluge. Et on n'a pas de grand leader mondial du climat, comme on a pu en avoir un peu quand même avec Rocard et quelques autres, quoi. Voilà, j'étais un peu long, hein. Alors, il y a plein de choses que je peux vous dire. Vous savez quelle est la première qui s'est occupée du climat, qui a écrit au climat? C'est Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, un peu comme Angela Merkel, c'est une physicienne, elle était professeure de physique, enfin, une chose comme ça, donc c'est une scientifique. Et elle a cru au climat dès son arrivée, et elle a convaincu un peu Mitterrand et tout ça. Elle a dit que c'est vraiment important. Et comme en plus de ça, elle se battait contre les mineurs de charbon, souvenez-vous, tout ça c'était un peu cohérent, quoi, donc c'était bien. Et c'est en 1977 que un de ses diplomates, qui s'appelait Peckel, a écrit le premier bouquin vraiment sur le climat et les affaires du monde, en 1977. Donc si vous voulez, c'est très amusant, il y a des précurseurs, et ces précurseurs ont pu influencer tel ou tel leader politique. Donc que Thatcher ait été une des premières à croire à l'importance du changement climatique, eh bien oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de correspondance absolue entre telle tendance politique et la réalité scientifique. C'est vraiment une question de connaître la réalité scientifique, justement, et ensuite de l'appliquer. Alors le Royaume-Uni, il passait au gaz. En passant au gaz, comme les Américains en ce moment qui passent du charbon au gaz de schiste, eh ben, ils ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans la discussion mondiale aujourd'hui, en France, nous avons le nucléaire, donc il n'y a pas besoin de passer au gaz. On a déjà, ça suffit comme ça. Il y a déjà pas mal de gaz. Donc il y a du nucléaire. À l'échelle mondiale, passer du charbon au gaz, ça aurait du sens. Ça réduirait, puisque le gaz, c'est à peu près la moitié des émissions du charbon. Et donc, moi je milite, si vous voulez, dans Eden, pour garder, pour l'électricité et le passage en France de 25 à 50% d'électricité dans les usages finaux de l'énergie, dans les habitations et dans les transports, avec les voitures électriques et tout ça. À l'échelle mondiale, j'essaie de savoir si les gaziers et les États seraient d'accord, parce que maintenant, comme vous le savez, le gaz, il est gaz liquéfié, se balade un peu partout, donc le marché n'est plus le même, ça commence à s'unifier et à se mondialiser. Peut-être qu'on peut rêver d'une alliance mondiale du gaz contre le charbon à l'échelle. Voilà. Ou du nucléaire et les renouvelables, bien entendu. Donc voilà où nous en sommes. Et en ce qui concerne le nucléaire, comme je suis un mondialiste impénitent, je pense qu'il faut des formes de gouvernance transnationale, y compris sur le nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche, etc. Donc voilà. Donc les politiques sont décevants.
en général. Mais il y a des moments tout d'un coup où vous les voyez à l'œuvre et vous êtes impressionné par ce qu'ils savent faire et ce que vous ne savez pas faire. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être discuter maintenant? Je ne sais pas, je suis un peu long. Hein.